Je dirais que si des mesures innovantes ont été mises en œuvre, c'est parce que la crise nous a permis de les élaborer et ou de les développer. Alors il y en a une à laquelle on a eu beaucoup recours, qui est le télétravail à distance. Alors on s'était préparé à ça puisqu'on avait négocié un accord avec nos représentants du personnel dans le groupe, un accord groupe depuis 2 ans qui permettait d'aller jusqu'à 2 jours par semaine de télétravail, notamment dans les bureaux d'études. Donc on y était préparé et techniquement et sur le plan social. Mais il est évident que ça a été une véritable révolution puisqu'on est passé de 2 jours, et encore pas toujours, à 5 jours. Dans tous nos bureaux d'études, dans tous nos bureaux administratifs, les seuls endroits où on n'a pas pu le faire, bien évidemment, ce sont dans nos ateliers. Ce qui a d'ailleurs posé un problème de cohabitation entre un monde ouvrier qui, lui, devait venir au travail, notamment pour les activités essentielles, y compris à un moment où le pays était totalement confiné, et puis des gens en bureau d'études ou dans les services administratifs qui, eux, étaient à la maison. Voilà. Donc il a fallu gérer ces difficultés. Et en sortie de crise, on a retenu une chose de cette crise, c'est que le télétravail, qui n'était pas complètement reconnu, même si on avait négocié un accord, il fallait le développer et passer peut-être même au-delà de 2 jours, mais de toute façon, on ira maintenant systématiquement à au moins 2 jours par semaine, a fortiori dans la région parisienne. Et je dirais que, pour compléter ce que dit Frédéric, que cet accord groupe télétravail avait été donc mis en place en France il y a 2 ans, mais n'était finalement pas tellement développé dans les autres pays où le groupe FIV est implanté. Et nous sommes implantés dans 30 pays et notamment très fortement aux États-Unis, en Italie, en Chine et au UK. Et ça nous a permis finalement, ce retour d'expérience sur ce qui avait été mis en place en France, d'être extrêmement réactifs dans la coordination de cette mise en place de télétravail forcé quelque part. Et notamment au niveau des bureaux d'études, où vous pouvez imaginer que c'est beaucoup plus lourd que pour la dimension fonctionnelle. Voilà, donc le digital est aujourd'hui un outil indispensable, mais dans nos métiers, par exemple, on a aussi, à l'occasion de cette crise, découvert comment mettre en route des équipements à distance, ce qu'on ne faisait jusqu'alors pas. Comment on a pu éventuellement convaincre des clients de réceptionner des biens, des machines que nous réalisons dans nos ateliers à distance, par le biais de la visio et bien évidemment par la démonstration que nous réalisions les tests requis. Ça, c'est quelque chose, c'est une révolution parce que ça va probablement modifier notre approche dans le futur où on se projettera moins de la France ou de l'Italie vers les pays dans lesquels nous fournissons nos équipements et où on essaiera d'élaborer des solutions de mise en route à distance grâce à l'IA, grâce à l'outil digital. Et donc ça, c'est effectivement là aussi un accélérateur de prise de conscience. Tout ça existait. Tout ça avait été développé, mais il y avait de la résistance. Faire sauter des verrous. Voilà. En fait. Et il y avait beaucoup de résistance des clients, du côté des clients, tout autant que du côté de la supply chain et tout autant que du côté de nos salariés, de nos dirigeants. Ces résistances, elles étaient partagées. Elles ont sauté. Notre raison d'être, c'est faire aimer l'industrie. Donc faire aimer l'industrie, c'est extrêmement engageant. Je pense que pendant la crise, nous avons dû être extrêmement réactifs, mais que finalement, on vivait cette raison d'être et toutes les décisions que nous avons prises, elles n'étaient pas des décisions de court terme. Faire aimer l'industrie, c'est un engagement fort, mais c'est aussi travailler dans le long terme. Et aujourd'hui, ça va plus que jamais, je dirais, nous guider pour que toutes les mesures qu'on devra prendre, parce qu'on va devoir prendre des mesures en fonction des différentes activités auxquelles on a à faire face, on s'assure que finalement, on le fasse avec cette vision qui est une vision long-termiste et pas une vision court-termiste. Oui, je n'ai rien à ajouter. Faire aimer l'industrie, c'est une magnifique signature et c'est une magnifique raison d'être. À nous d'être à la hauteur de cette raison d'être. Faire aimer l'industrie, c'est par rapport à nos clients, c'est faire aimer l'industrie à nos salariés, c'est faire aimer l'industrie à nos parties prenantes, à nos investisseurs, enfin bref. Mais pour ça, il faut être à la hauteur de l'enjeu. Et cet enjeu, il suppose que toutes les grandes décisions que l'on prenne, elles soient prises à l'aune de cette raison d'être et nous nous y engageons très fortement. Et j'ajouterais que moi, je suis une ancienne de la communication et que je peux témoigner aujourd'hui, en étant dans cette position de DRH, qu'une raison d'être, ce n'est pas uniquement un statement qu'on écrit et qu'on porte et qu'on communique, mais vraiment qu'on le vit de l'intérieur et que l'ensemble des décisions qui sont prises, elles sont prises avec ce prisme et en utilisant le filtre de cette raison d'être qui est de faire aimer l'industrie.
Et dernière remarque, cette raison d'être d'ailleurs, elle n'est pas venue du top-down, hein. Elle a été le fruit d'une réflexion qui a été engagée auprès des 300 ou 400 principaux dirigeants du groupe. Et ensuite, on s'est assuré qu'à l'interne, les salariés la comprenaient et y adhéraient avant de l'adopter.